faut que tu comprennes exactement comment fonctionne l'urbanisme. Aider au maximum les étudiants à s'orienter tout de suite vers l'immobilier. Toi, personnellement, tu te verrais rester, même si ce n'est pas dans un poste de président. En tant qu'étudiant, je recommande très chaleureusement de venir à ce genre d'événement-là. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode aujourd'hui Albi Podcast en compagnie de Jules Trollet, le président du comité étudiant d'IMO HEC. Jules, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai vraiment hâte qu'on discute de l'impact de ton comité sur les étudiants, sur aussi la scène immobilière. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, dis-nous pour commencer, comment tu es arrivé dans le milieu immobilier, toi qui viens, on en a parlé un peu avant, qui vient de France, comment tu es arrivé au Québec, tu t'es dit c'est ça ce que je veux faire. Ouais, c'est une bonne question, Adam. Mon père était agent immobilier, moi, quand j'étais petit, pour ERA Immobilier, puis Guy Hockey, puis il est devenu formateur immobilier au travers de la France. Et finalement, il vient d'ouvrir un market center, comme on appelait ça, pour la marque d'agence immobilière Keller Williams. Donc j'ai toujours été baigné dans le milieu. J'ai eu des conversations à table, des news immobilières constamment. Et quand je suis arrivé à Montréal, donc en janvier 2021, j'ai cherché un stage pour l'été directement. Et c'est clair que ça m'a aidé d'avoir mon père qui m'a aidé à trouver un stage dans Keller Williams à Montréal, dans une agence et dans une équipe d'agence immobilier, dans une équipe de courtiers immobiliers. Et petit à petit, je suis rentré dans le comité immobilier d'HEC Montréal. J'avais fait des compétitions d'immobilier, de développement immobilier. Et c'est là que j'ai vraiment eu la passion pour cette industrie. C'est marrant que tu parles de Keller Williams. J'ai fait un podcast d'ailleurs qui est disponible avec un courtier résidentiel et commercial aussi de Keller Williams. Ah oui. Ouais, il s'appelle Samuel Benizri. Ok. Il m'a dit que c'était vraiment une famille là-bas, qu'il adore vraiment, il ne se voit pas du tout quitter cette agence. Est-ce que toi, tu as ressenti la même chose Ouais, c'est vraiment un modèle particulier, surtout en France où ils viennent totalement disrupter l'industrie des agences immobilières. C'est la plus grosse agence immobilière ou la plus grosse marque d'agence immobilier dans le monde en termes d'agents immobiliers, de courtiers immobiliers comme on dit ici. Et ils vont vraiment mettre la formation constante en avant. C'est vraiment ça leur marque. L'accompagnement de leur courtier immobilier. Et à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires annuel, tu vas recevoir quasiment l'intégralité de la commission, ce qui est aussi unique dans l'industrie. Donc ça va attirer vraiment des gros performeurs dans cette marque-là. Revenons un peu, à ton passé, avant que tu arrives président du comité d'IMO HEC. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu ton parcours avant d'arriver comme président? Par quelle étape tu es passé au sein d'HEC? Bien sûr. Alors très rapidement, moi je suis né en Allemagne, j'ai grandi dans le sud de la France, à Nîmes, et donc en janvier 2021, je suis arrivé à Montréal, à HEC Montréal, pour faire mon baccalauréat en administration des affaires. Moi, je me suis vraiment concentré quand je suis arrivé à HEC Montréal, et c'est ce que je recommande très sincèrement à tous les étudiants, c'est de se concentrer sur le monde associatif, le monde compétitif. J'ai fait beaucoup de compétitions, plusieurs associations, l'association de débat oratoire, le journal étudiant d'HEC Montréal, l'intérêt. Et ça m'a vraiment permis de savoir qu'est-ce que j'attends finalement d'un président, quelles sont les grosses lacunes que de nombreux comités peuvent avoir dans le monde étudiant à HEC Montréal. Et c'est pour ça que je me suis lancé donc il y a 1 an et demi maintenant en tant que président d'IMO HEC. J'ai vu une énorme opportunité, sachant que c'était, comme on le voit dans tous les comités étudiants, il y a des cycles. Donc il y a des cycles, il y a des années où il va y avoir des gros exécutifs, un bon président, ça va pousser, ils vont faire beaucoup évoluer les choses, attirer, avoir de la notoriété. Et l'année d'après, malheureusement, ça descend. C'est toujours ça. Et moi, j'étais tout en bas du cycle. En fait, j'étais quasiment tout seul. Je suis parti tout seul quand je suis arrivé président pour faire mes recrutements. Et c'est là que j'en suis arrivé président d'IMO. Donc, si je comprends bien, quand tu es arrivé, on va parler bien sûr de l'organigramme. Combien vous étiez dans l'association? Est-ce que tu étais seul? Est-ce que tu es passé par un processus pour devenir président?
Ouais, ça c'était quelque chose, ouais, sincèrement. Je suis rentré, donc dans ma première année, j'étais directeur événement. Dis-moi HEC, je devais organiser plusieurs petits événements, plutôt disons 40, 50 personnes. C'était pas moi qui devais m'occuper des gros événements comme on va en parler par la suite. Mm. Et au final, en fait, on était peut-être quand même une quinzaine, mais c'était comme la majorité des autres comités, des membres fantômes. C'est vraiment des passagers clandestins. Beaucoup d'organisations en ont aussi, mais là, le monde associatif, ça pullule. Et donc finalement, c'était à peu près les seules choses qu'on a faites. J'avais fait 2 événements dans cette année-là. C'était tout. Il y avait pas de rencontre d'exécutifs. Il n'y avait rien du tout. Ça a été une catastrophe cette année. C'est pour ça qu'à la fin de l'année, quasiment plus personne voulait rester. Et je me suis retrouvé tout seul à devoir faire les recrutements, à devoir faire la communication. Et ça a été quand même quelque chose de particulier. J'ai eu quand même de la chance, vu que je m'étais beaucoup impliqué. Donc en partageant sur mes réseaux sociaux, j'ai quand même eu environ 27 personnes qui avaient postulé. J'en ai recruté 23 dès la première année. Et après, on est parti comme ça directement. C'est super intéressant de passer vraiment du moment où tu as l'impression vraiment que l'association va fermer ses portes pour ensuite passer à où tu es en ce moment avec toutes les personnes voilà, qui composent le comité. Quelle place tu dirais que IMO HEC a dans le prisme immobilier en ce moment? Mais écoute, on va rester modeste, hein. Notre objectif, c'est clair, c'est d'avoir une place majeure, devenir l'association de référence au Canada, où n'importe quelle entreprise va se dire, mais si je cherche un futur gestionnaire, un futur leader de mon entreprise ou un futur expert, où est-ce que je peux aller dans le monde étudiant au Canada? Mais moi, j'ai envie que tout le monde puisse se dire, ok, je vais aller voir IMO HEC. Mais ça, je sais que ça va prendre 15 ans, 20 ans. Je sais que c'est maintenant nos membres qui vont petit à petit rentrer dans les entreprises, qui vont devenir les futurs exécutifs des plus grandes entreprises canadiennes. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'ils penseront tout de suite à IMO HEC. Pour l'instant, on essaie déjà de se faire connaître à Montréal, mais aussi dans le reste du Canada, en Ontario principalement. C'est pour ça qu'on est allé à plusieurs événements, des grands forums immobiliers, que ce soit à Toronto. Cette semaine, on était 8 membres à Toronto pour 3 jours. Ça, c'est vraiment IMO HEC qui invite ces 8 membres, qui sont les membres les plus expérimentés, pour aller trouver le réseau qui est la clé du développement professionnel en immobilier. Ça, c'est ce que je répète à peu près chaque semaine à mes membres. C'est le réseau qui va vous permettre de monter plus vite, d'avoir plus d'opportunités et de se faire connaître. Donc on était à Ottawa, à Toronto, on aimerait aller à Vancouver, mais on se concentre beaucoup à Montréal. Juste là, ce trimestre, on a fait presque 25 événements de réseautage dans lesquels on était invité, ou même des fois on paye les billets pour y aller. Donc le but, c'est vraiment de se faire connaître le plus possible, même dans les autres universités. On organise des événements ensemble et petit à petit, je pense qu'on se fait bien connaître. Le but, c'est vraiment, comme tu as dit, d'avoir une visibilité Montréal, vraiment locale, Ouais. au sein des universités. Est-ce que avec les autres universités, voilà, c'est quoi votre lien? Est-ce que aussi ils ont un comité étudiant sur l'immobilier? C'est quoi votre rapport avec eux? Ouais. Au Québec, alors peut-être que je vais en oublier et je m'excuse déjà, mais globalement, il y a 4 comités immobiliers étudiants. Il y a celui de l'Université de Laval à Québec, il y a celui de McGill, celui de Concordia et le nôtre. Celui qui est le plus implanté, le plus reconnu, c'est celui de Concordia. C'est clair que nous, on s'en inspire beaucoup, hein. C'est un exemple pour nous parce que eux, ils ont une mineure en immobilier, donc ils ont une formation en immobilier à Concordia que nous n'avons pas à HEC Montréal. À HEC Montréal, il y a 2 cours d'immobilier, c'est que au certificat, et nous, on peut quasiment pas les avoir. C'est très compliqué de les avoir. Concordia, eux, ils ont une mineure en immobilier. Donc ils vont vraiment attirer quasiment tous les meilleurs étudiants du Québec qui veulent étudier en immobilier, faire une carrière, ils vont à Concordia. Donc ils ont ce club, exactement. Et finalement, les membres qui rejoignent leur association immobilière, tu sais, vu que ils viennent étudier ça, eux, ils sont beaucoup plus impliqués, tu vois. Ils savent exactement que si ils veulent avancer plus rapidement leur carrière, ils doivent s'impliquer dans cette association-là. Donc il y a beaucoup de demandes pour entrer et leurs événements marchent très bien. Ils ont beaucoup de partenaires, mais eux, ils existent depuis 10 ans, ils ont été réguliers. Donc c'est pour ça que ça marche aussi bien. Nous, d'ici 10 ans, je suis très confiant qu'on en arrive à ce stade-là, si ce n'est bien plus. Est-ce que tu pousserais dans ce cas-là pour essayer d'avoir
une mineure ou peut-être un certificat, quelque chose vraiment qui puisse aider au maximum les étudiants à s'orienter tout de suite vers l'immobilier. Parce que Ouais, avant de te laisser répondre, c'est sûr que l'immobilier, voilà, il n'y a pas réellement un programme, des cours, tu apprends vraiment sur le tard. c'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette idée, voilà, d'avoir peut-être un programme en immobilier? C'est sûr que ça prend du temps, mais il y a aussi voilà, le collège immobilier où Mm. tu apprends tes cours directement. Peut-être que les universités aussi pourraient peut-être s'appuyer sur ça ou s'inspirer aussi de ces programmes-là, parce que c'est sûr qu'ils perdent beaucoup d'étudiants, je te dirais, qui s'orientent plus voilà, vers un DEC, quelque chose qui est directement accessible après le cégep. Qu'est-ce que tu dirais de cette idée-là? C'est vrai, hein, tu as totalement raison. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis que j'ai fait cette restructuration d'IMO HEC. Dans mon plan d'action déjà à la base, quand j'étais tout seul, que j'essayais de prévoir, je me disais, OK, d'ici 4 ans, 5 ans, il faut qu'on ait une formation en immobilier à HEC Montréal. Sinon, ça va être très compliqué de tenir le niveau voilà, de talent qu'on a en ce moment à IMO HEC sur le long terme. Ça va être très très compliqué. Donc c'est drôle que tu dis ça. Cette semaine à Toronto, j'ai parlé de ça avec plusieurs partenaires. Je commence à sonder autour de moi, regarder avec HEC Montréal, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de formation aussi. Mm. C'est des questions sur lesquelles je n'avais aucune réponse. Est-ce que c'est un enjeu politique entre les universités? Chacune choisit un petit peu la spécialisation qu'elle va prendre et après l'autre ne peut pas la refaire. J'en avais aucune idée. Bon, j'ai eu des bonnes nouvelles, c'est pas le cas. Le vrai problème en fait, de pourquoi à HEC Montréal il n'y a pas de cours d'immobilier, c'est que c'est le manque de professeurs. C'est ça en fait l'enjeu. Donc il faut trouver quelqu'un qui a tu vois, un background, une expérience assez académique quand même. Pour qu'ils Euh, puissent monter le programme. exactement. Mais qui est aussi excellent en immobilier. Et ça, dans les faits, c'est très compliqué à trouver, si Mm. ce n'est pas impossible. Mais pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas réussi. Donc nous, on va essayer de faire jouer notre réseau, notre motivation, pour voir d'ici 3 à 4 ans comment Mm. on pourrait avoir une mineure en immobilier à HEC Montréal. Parce que ça va être la clé du Ouais. succès d'10 mois HEC au long terme. Et je te dirais que c'est pas seulement à la décharge d'HEC, c'est pas seulement HEC qui a pas ce programme-là. Ouais, C'est vraiment mondial. Je pense que ça reste quand c'est vrai. même l'immobilier, ça reste vraiment un métier où tu apprends sur le terrain, sur le tard. Il y a beaucoup de domaines, de champs d'expertise dans ce domaine-là. D'ailleurs, c'est pour ça que le podcast il existe. C'est pour donner la parole à toutes sortes de personnes qui font voilà, des compagnies de location. Il y a quelqu'un qui se lance, tu sais, dans le domaine de la location, des courtiers immobiliers dans la vente. Toi, voilà, qui nous parle de la capacité voilà, des étudiants à s'investir ou pas dans ce qui reste l'immobilier. Ça reste un métier où, je te dirais, tu me dis ton point de vue, Mm. mais au début du processus étudiant, donc les gens, ils arrivent ici. Nous, personnellement, on vient de l'étranger, donc on arrive à 18 ans. Ici, ils Ouais. commencent plus vers 19, 20 ans. Mm. Ça reste quand même un âge où tu sais pas nécessairement pour la majorité des gens ce qu'ils veulent faire. C'est ça. Donc l'immobilier, ça reste un domaine mature, je trouve, où tu vas peut-être rentrer dans le milieu plus à la fin de tes études, ce qui m'est arrivé à moi. Euh, pour le cas de d'IMO HEC, on va parler de ton organigramme. Il est vraiment très vaste, il y a énormément de personnes dedans. Voilà, d'où ils viennent, quel est leur background. Est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer un peu l'organigramme? Ouais, avec grand plaisir. Mais avant de répondre à ta question, effectivement, l'immobilier globalement, c'est une industrie dans laquelle la majorité des gens sont tombés par hasard. Quand tu parles avec des gens, là cette semaine à Toronto, tu le remarques vraiment, c'est impressionnant. La Hmm. majorité, ils n'ont pas du tout étudié ça, ils ont fait autre chose avant. Et même en fait, les plus grands leaders de l'industrie en ce moment, ils sont souvent tombés par hasard dans l'immobilier. C'est ça qui est fou. Même mon père, par exemple, il travaillait à Decathlon pendant des années avant de devenir courtier immobilier. Donc moi, c'est vraiment ça que je veux changer parce que je suis convaincu qu'en ayant une meilleure formation, une meilleure compréhension de tous les enjeux, de toutes les sous-branches de l'immobilier lors d'un cheminement étudiant, c'est là qu'on va réussir à avoir un meilleur impact, résoudre des plus gros problèmes plus Hmm. rapidement. Pour répondre à ta question maintenant,
sur notre organigramme, effectivement, il est gros. J'invite tous les auditeurs du podcast à le regarder sur imohec.com. On est 35 membres, divisés principalement en deux grosses branches. Donc, il y a une première branche qui est souvent à droite quand on le regarde sur le site web. Ça va être la branche plutôt événementielle, l'aspect organisation au quotidien. Donc, c'est le département événements, le département marketing, le département partenariat. Et voilà, et c'est tout, c'est déjà très bien. Et l'autre côté, c'est l'aspect développement professionnel. Donc là, on a 4 secteurs. Chaque secteur, il représente un sous-secteur clé de l'immobilier. Donc c'est marketing immobilier, investissement immobilier, développement immobilier et conseil immobilier. Ça, ces secteurs-là, ils sont composés de 4 à 5 étudiants, avec un chef de secteur, analyste senior, analyste junior. Et eux, ils vont venir s'associer avec une entreprise, un leader en général de l'industrie, en lien avec leur secteur, pour les aider pendant 6 à 8 semaines sur un mandat. Donc ce trimestre, par exemple, on va dire conseil immobilier, ils étaient avec PMML, une des plus grosses firmes de courtage immobilier, en tout cas en multirésidentiel, c'est les leaders au Québec. Donc ils ont travaillé avec eux pendant 6 semaines pour faire un mandat fictif pour une cliente qui recherchait des opportunités d'investissement au travers du Québec, avec un budget de 2 millions. Et là, ils vont travailler, ils sont passés au travers de 230 propriétés. Ils ont fait une analyse extrêmement détaillée pour arriver à la fin avec une recommandation de 3 propriétés. Investissement, ils ont travaillé avec BTB REIT, c'est le plus gros REIT québécois. Okay. Donc un REIT, c'est un fonds d'investissement immobilier dans lequel, qui transige en bourse, donc toi, moi, on peut investir dedans. Et eux, ils les ont conseillés, après c'est à l'entreprise de dire s'ils le veulent ou pas, hein, mais ils les ont conseillés sur la réallocation de leurs actifs actuellement, parce qu'il faut savoir que le prix de leur action, on va dire, transige plus bas que si on prenait tous leurs actifs et qu'on le divisait par le nombre d'actions qu'ils ont. Donc en gros, ils ont un intérêt à racheter par exemple leurs actions ou racheter de la dette en vendant leurs actifs, parce qu'ils gagneraient énormément à faire ça. Donc là, notre secteur a travaillé dessus. Pourquoi on est autant ? C'est une bonne question, hein, franchement. Et en fait, on est peut-être le deuxième plus gros comité d'HEC Montréal. C'est vrai que c'est un risque, mais je vais t'expliquer en 2 raisons pourquoi c'est intéressant pour nous d'être autant. Et après, je pourrais t'expliquer un petit peu les risques que je prends en compte. Pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, tout d'abord parce qu'on est un tout nouveau comité. Comme je t'ai dit, on a fait une restructuration il y a 1 an et demi. Moi, si je veux le plus rapidement possible faire en sorte que IMO-HEC, ça devienne la référence, il faut que j'ai le plus de membres possible qui aillent travailler dans l'industrie. Chaque personne qui va aller travailler dans l'industrie, dans n'importe quelle entreprise, c'est quelqu'un qui va parler d'IMO-HEC, qui va faire en sorte qu'elle va mettre en avant IMO-HEC. Peut-être que cette entreprise-là viendra après nous sponsoriser. Elle viendra plutôt favoriser les membres d'IMO-HEC comme ses stagiaires. Donc, en gros, plus il y en a, mieux c'est, et plus vite on va augmenter notre notoriété au long terme. Au-delà de ça, il y a beaucoup de travail. Il y a vraiment énormément de travail. On est parti de zéro. Hein. On n'avait aucun partenaire, $0 de budget. L'année précédente, il y avait eu 4 posts sur nos réseaux sociaux. Enfin, on partait de zéro. Il n'y a aucune structure. J'avais même pas un OneDrive qui avait des archives. Il n'y avait rien. Donc là, pour structurer tout ça, faire en sorte qu'il y ait des processus solides qui se mettent en place sur le long terme. Moi, j'ai besoin de personnes, tu vois, qui ont de la drive, qui sont rigoureux. Et c'est quand même rare, hein, les gens comme ça. Donc, je préfère diviser ces grosses tâches qu'on a sur plusieurs personnes pour m'assurer qu'elles soient faites. Donc, c'est pour ces 2 raisons-là que je mets en place un aussi gros organigramme, et il va grossir encore. On va arriver à 40 à la fin. Est-ce que dans ce cas-là, tu garantis une place dans un stage dans une compagnie immobilière ? Non, je peux pas, mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Ça serait quand même pas mal. Mais le fait est que déjà en 1 an, il y a plusieurs compagnies qui nous disent écoutez, nous, ça nous ferait plaisir de pas réserver, mais nous assurer qu'il y aura un stagiaire d'IMO-HEC ou 2 stagiaires chaque année dans notre entreprise. Il n'y a rien de signé, et on le demandera jamais. Parce que moi,
même si j'étais dans une entreprise, je le ferais pas non plus. Imagine, là, je dis, ok, je m'assure, je m'oblige à avoir 2 stagiaires d'IMO HEC. Et moi, je sais pas, peut-être que dans 5 ans, ça va être un exécutif pourri qui va recruter des gens pourris. Hmm. Et ça va être des gens qui sont pas sérieux, qui savent pas travailler. Et là, tu les envoies dans l'entreprise, ça te détruit ta réputation. Non, ça, je préfère vraiment éviter ce genre de choses-là. Néanmoins, il y a plusieurs entreprises qui, je sais pas, BTB REIT par exemple, on a 2 stagiaires chez eux. À la CDPQ, la Caisse de dépôt et de placement, dans leur branche investissement et financement immobilier, on a 3 membres en ce moment. À JLL, chez des courtiers immobiliers, on a plusieurs membres aussi. Donc, au long terme, c'est clair, on veut développer une relation de confiance avec les entreprises. Et ça, je suis convaincu que ça va arriver. C'était déjà en train d'arriver au bout d'un an, donc je vois pas pourquoi ça serait pas le cas. Ouais. Et ben, j'ai plusieurs questions qui découlent de ce que tu viens de dire. Ouais. Déjà, le fait, comme tu as expliqué, d'avoir plusieurs personnes qui travaillent dans IMO HEC, donc c'est pour offrir voilà, une plus grande notoriété plus vite, j'imagine. Sur ce point-là, euh, c'est quoi le processus qui découle du moment où voilà, la personne, donc déjà l'engouement, parce que voilà, vu qu'en 1 an et demi, tu as réussi à avoir une trentaine de personnes, l'engouement des étudiants sur l'immobilier à HEC, de un, et ensuite, quel processus tu vois, voilà, une personne qui arrive, qui te demande, qui veut travailler au sein d'IMO HEC, le moment où elle vient t'en parler, au moment voilà, où elle travaille, où elle a un stage, où elle développe aussi des compétences au niveau du comité. Ouais, et au niveau de ce processus-là, bah déjà pour l'engouement, c'est, je pense, dans mes 5 priorités en tant que président, ça c'en est une, c'est faire développer la notoriété d'IMO HEC. Mais la notoriété d'IMO HEC, c'est aussi la notoriété, disons, de l'immobilier commercial en général. Nous, la mission d'IMO HEC, c'est de développer les futurs leaders de l'immobilier commercial. D'ailleurs, je dis toujours l'immobilier commercial opposé au résidentiel. Vraiment centré sur le commercial dans ce cas-là, on n'en a pas Exactement. parlé. Mais... C'est ça, nous on se concentre vraiment d'ailleurs sur le commercial. Euh, Parce que finalement, l'immobilier commercial, c'est à peu près 2 fois l'immobilier résidentiel d'un point de vue de valeur des actifs. C'est énorme, mais on ne connaît pas du tout ça. Personne n'est Ouais. au courant quasiment. Et il y a beaucoup d'opportunités et il y a beaucoup de moyens aussi, donc c'est pour ça qu'on se concentre là-dessus. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est une de mes préoccupations principales. Notamment dans faire connaître IMO HEC chez les premières années, même dans le cégep. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a fait un événement dans un cégep à André-Laurando pour expliquer quelles sont les opportunités qu'il y a dans cette industrie-là. Faire connaître ça aux premières années. Et l'objectif, globalement, j'aime bien dire, je veux rendre l'industrie de l'immobilier commercial sexy. Parce que pour l'instant, les gens ne connaissent pas trop. Pour eux, l'immobilier, c'est acheter son duplex, acheter un quadruplex, faire un flip ou investir dans un chalet. C'est vraiment bien, on va tous passer par là. Hein. C'est vraiment la base de l'immobilier, on est d'accord. Mais nous, on veut expliquer vraiment tout ce qui se passe derrière le développement de Griffintown, par exemple. Ça, c'est un beau cas, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc globalement, je me concentre là-dessus. Sinon, concernant un petit peu les étapes, si j'ai bien compris ta question, de comment ça se passe pour un nouveau membre, c'est ça ? Exact. Nous, en fait, on veut faire connaître donc IMO aux premières années, rendre l'immobilier sexy. Par la suite, on va dire, on fait des recrutements. On a 8 postes. Par exemple, en septembre, on avait 8 postes. Nous, on va faire un processus de sélection quand même assez complet, assez long en fait même. On ne veut pas du tout être élitiste, ça c'est vraiment pas du tout le point. On veut être par contre très sélectif. On ne recrute pas les gens à leurs compétences, on les recrute à leur personnalité. Parce que encore une fois, on n'a pas de formation en immobilier à HEC Montréal. Et nous, on va leur offrir comme une formation en immobilier. Toutes les semaines, on a des formations qui sont offertes par des professionnels de l'industrie, que à nos membres. Donc on veut s'assurer que la personnalité de la personne fit avec ce qu'on va lui offrir. Donc on recherche des personnes extrêmement curieuses. Ça, c'est vraiment la clé. Encore plus dans cette industrie-là. Si tu veux être très bon, il faut que tu comprennes exactement comment fonctionne l'urbanisme. Tu n'as pas besoin d'être un expert en urbanisme, mais il faut que tu comprennes quelles sont les étapes qu'à la ville de Montréal, ils vont prendre en compte pour valider ton projet d'un point de vue urbanistique.
Il faut que tu sois bon aussi, ou que tu aies une compréhension en droit, il faut que tu aies une compréhension en architecture, il faut que tu aies une compréhension du financement, de l'investissement, de l'ingénierie, de la construction. Mm. Donc nous, on va leur faire des formations là-dedans, mais il faut que tu sois extrêmement curieux, il faut que tu sois preneur d'initiative, il faut que tu comprennes tout ça, il faut que tu écoutes, il faut que tu prennes des notes. Donc c'est ça la curiosité, la première compétence qu'on recherche. Après, on regarde quand même des gens qui sont ambitieux, globalement. Je te dis pas de devenir le prochain milliardaire du Canada, c'est pas ça pour moi de l'ambition. C'est pas de devenir président ou premier ministre. Pour moi, l'ambition, c'est de devenir le meilleur dans ce que tu choisis. Donc si toi, tu veux être le meilleur dans l'évaluation immobilière, bah, c'est très bien. Je te demande pas de créer une entreprise, une licorne. Je te dis juste, tu vas devenir le meilleur, la référence en évaluation immobilière. Tout le monde va t'appeler pour que tu donnes ton avis sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc on recherche des gens comme ça. C'est pour ça qu'on va leur faire plusieurs entretiens. En fait, il y a 2 entretiens. Un entretien de fit. On pose que des questions sur la personnalité. On veut savoir comment ils travaillent en équipe, quels sont leurs objectifs dans la vie, quelles sont leurs ambitions. Et la deuxième étape, on leur donne un cas. Ils ont 24 heures pour le réaliser et ils vont nous faire une présentation. Voilà, donc ils doivent vraiment se débrouiller Ouais. avec les moyens du bord. On leur donne rien de plus qu'un cas et c'est eux qui doivent se débrouiller pour le résoudre en 24 heures. Donc, ça reste vraiment un processus sélectif. Est-ce que c'est vraiment des gens qui sont déjà intéressés par l'immobilier ou ça reste vraiment pas un critère de base? Ça peut juste être des gens, comme tu as dit, curieux, qui sont intéressés voilà, d'être le meilleur dans leur domaine. Moi, mon objectif, enfin, c'est globalement, c'est pour répondre rapidement à ta question. Non, il y en a plein qui ne connaissent pas plus que ça, hein, sincèrement, l'immobilier commercial. Mm. C'est même pour moi, finalement, quand je suis arrivé président, je connaissais très peu l'immobilier commercial. Je connaissais l'immobilier résidentiel, Mm. mais les différents acteurs, la différence entre le financement, l'investissement, le courtage, les marchés des capitaux, tout ça, Ouais. franchement, je n'y connaissais rien. Et c'est pour ça que la majorité n'y connaissent pas grand-chose, hein. On le sait. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai eu cette idée de podcast aussi, je t'en parle maintenant. C'est vraiment pour essayer de vulgariser, entre guillemets, si tu veux, les Ouais. termes compliqués de l'immobilier pour un public voilà, qui aimerait s'intéresser sur le sujet, mais voilà, qui se dit peut-être que ça reste compliqué. Voilà, cette histoire de financement, refinancement, investissement, comment je peux aller chercher un prêt, quel taux hypothécaire serait plus intéressant pour Ouais. moi. Donc, c'est vraiment avoir vraiment l'avis d'un maximum de personnes, vulgariser les propos, aller chercher un public, etc., plus diversifié. En parlant de public, comme tu as dit, voilà, vous faites plusieurs événements, vous avez plusieurs partenariats. On va un peu détailler voilà, tout ce qui est événement partenariat. Euh, Commençons par les partenariats. Est-ce que tu peux juste nous parler un peu plus, voilà, est-ce que vous avez des partenariats spécifiques? Comment vous êtes arrivé dans ce processus-là? En commençant, si tu veux, par un exemple. Ouais, Ouais. bien sûr. Eh bien, ouais, on a une quinzaine. Nous, on les divise en 2 styles de partenariat. On a des partenaires annuels. Donc ça, c'est n'importe quelle entreprise de l'industrie immobilière qui va venir, disons, nous soutenir autant pour les événements d'envergure qu'on organise parce que nous, oui, on forme nos membres, là, toutes les semaines, on a des formations, comme je t'ai dit, qui sont offertes justement par ces partenaires. Mais à côté de ça, on organise des événements d'envergure pour que tout un chacun, c'est orienté bien sûr sur les étudiants, mais toi ou n'importe quel auditeur de ce podcast pourrait venir à nos événements d'envergure, comprenne ce que c'est l'immobilier commercial. On fait beaucoup d'événements, disons, d'introduction à l'immobilier. Bon, on fait du résidentiel aussi, conseil d'investissement, mais on fait surtout de l'immobilier commercial. Donc, ces partenaires viennent nous soutenir pour ces événements-là. Donc, ils vont nous donner un panéliste, ils vont faire venir des personnes des ressources humaines, du marketing, pour rencontrer les étudiants, leur expliquer quelles sont leurs opportunités de stage. Ils nous soutiennent financièrement, bien sûr. Et à côté de ça, ils vont nous aider lors des mandats dont je t'ai parlé. Ils vont nous donner un mandat pour un trimestre, pour un de nos secteurs. Et finalement, ils vont nous faire, lors d'une rencontre immobilière, donc ça c'est tous les lundis pour nos membres, ils vont venir, ils vont faire venir entre 2 et 5 personnes de chez eux pour nous faire cette formation dont je t'ai parlé. C'est 1h30 de formation, puis 1h30 de réseautage. Donc ça, c'est un partenaire annuel, il est impliqué pour IMO HEC, donc pour nos membres, et aussi pour nos événements d'envergure. Sinon, on a d'autres partenaires qui, eux, viennent uniquement pour nos événements d'envergure.
Cette année, on va en avoir peut-être une grosse quinzaine de ceux-là. Si je devais te parler d'un partenaire type, je pourrais pas vraiment en fait te faire de portrait parce que dans nos partenaires, on a, je sais pas, on va dire Brocolini. Brocolini, c'est une des plus grosses firmes de construction et de développement immobilier du Québec, si ce n'est du Canada. Mm. Euh, Eux, ce qui les intéresse chez nous, c'est notre background un petit peu financier. Le fait qu'on va peut-être être des futurs gestionnaires de développement. Un gestionnaire de développement, c'est celui qui va trouver un terrain qui est vide ou alors un terrain qui a un potentiel de redéveloppement, qui a, je sais pas, un parking, qui a une toute petite bâtisse dessus. Et il va essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire pour maximiser le, c'est le potentiel immobilier de ce terrain-là. Donc, gestionnaires de développement, souvent, ils viennent d'écoles de business. Brocolini, ils viennent nous soutenir sur nos autres événements aussi. Mais on a, je sais pas, la caisse de dépôt et de placement, Ivano et Cambridge. Eux, c'est plutôt de l'investissement immobilier. Donc, eux, ils vont chercher à acheter des parts d'une nouvelle construction ou d'une construction qui existe déjà. On a Otera Capital. Eux, c'est du financement. Ils font plutôt de la dette, en fait. On a JLL, ça c'est des courtiers immobiliers commerciaux souvent, mais ils font aussi des marchés des capitaux, donc ça c'est des courtiers hypothécaires. On a une entreprise, Kane Lamar, ça c'est un cabinet d'avocats. On a Élément Planification Urbaine, ça c'est un cabinet d'urbanisme. Le but c'est vraiment de toucher à tout, faire en sorte que nos étudiants ils comprennent un petit peu, ça ne va pas devenir des experts, hein. On n'aura jamais la compétence de quelqu'un qui a fait 3-4 ans baccalauréat en urbanisme en ayant fait 2 heures de formation en urbanisme. Mais au moins, on va pouvoir comprendre la réalité des urbanistes. Et ça, c'est vraiment important. J'ai parlé à plein, quand j'étais en train de faire cette restructuration-là, j'ai parlé à plein de leaders de l'industrie. Et il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il fallait qu'un futur leader, ça devait être juste une grosse tronche, là, ou disons un gros spécialiste juste en investissement. Et la majorité, ils ont fait de l'ingénierie civile, puis de l'urbanisme, puis de l'investissement et un MBA. Tu vois, ils ont fait plein de choses. Donc, c'est vraiment ça que je veux apporter. Et c'est ce que je recommande à n'importe quelle personne qui veut se spécialiser, qui veut partir en immobilier commercial. Allez chercher des formations dans tout un tas de sujets bien différents. Faites pas que de l'investissement. Vous ne devez pas être juste bon en finance. Vous devez être bon en compréhension des étapes de construction. Souvent, il y en a qui ne comprennent rien et après, ils se font avoir par des entrepreneurs généraux qui vont leur facturer 2 fois plus que ce que ça vaut vraiment. Si vous aviez une compréhension minimum de ce que c'est, vous allez pouvoir très facilement aller chercher les meilleurs entrepreneurs généraux. Alors, je vais rebondir sur les partenariats et bien sûr ce que tu as dit par la suite. Concrètement, comment toi, président d'IMO HEC, tu arrives à, voilà, concrètement à avoir ce genre de partenariat? Comment tu arrives à leur pitcher voilà, tes idées, etc., ton processus par rapport à ça? Ouais. Là, on a développé toute une stratégie. J'ai un département partenariat, hein, je m'en occupe pas, je m'en suis beaucoup occupé au début. Mais là, maintenant, ils sont 3 dans ce département partenariat, un vice-président et 2 directeurs. Comment on fait? Eh bien, nous, au début, première chose, c'était d'essayer d'expliquer très clairement sur un PowerPoint qu'est-ce qu'IMO HEC, quel est l'avantage, avant tout, de parler de l'avantage finalement d'une entreprise de venir faire un partenariat avec nous. Donc c'est toujours financier quasiment les partenariats, hein. Ils viennent nous soutenir financièrement pour aller organiser des gros événements. Donc nous, IMO HEC, qui n'étions personne, hein, personne ne nous connaissait, pourquoi une entreprise viendrait payer X milliers de dollars pour nos beaux yeux finalement? Non, ça ne marche pas comme ça. Donc on a essayé d'expliquer très clairement, voici vos avantages, c'est de montrer que vous soutenez la relève, trouver vos futurs stagiaires, vous faire connaître auprès de vos futurs clients, auprès de vos futurs partenaires, parce que c'est ça aussi, on ne va pas tous partir en investissement, mais par contre, il y en a qui vont aller en développement, et après, ils vont connaître la firme d'investissement qui était notre partenaire, et c'est les premiers qui vont aller contacter finalement. Donc il y a ça, il y a se faire connaître en général au travers d'une grande population étudiante. Nos événements, là, c'est des événements où on fait venir entre 100 à 450 étudiants. Donc pour eux, c'est un petit peu de l'or quand même, tout ça. C'est des étudiants qui sont intéressés par l'immobilier, qui sont regroupés au même endroit et qui vont connaître une entreprise en particulier. Ça, c'est de l'or pour eux. C'est très compliqué, hein, finalement, surtout en immobilier, d'aller trouver ce genre de concentration-là dans des événements. Ensuite, on a essayé d'évaluer combien on pouvait monétiser ça.
d'un point de vue réaliste. Enfin, Mm. c'est quand même, compliqué de se comparer. Regarde, je sais pas, tu regardes les grands événements immobiliers, là, celui où on était à Toronto. Une entreprise, elle va payer au minimum 15 000 $ pour une journée pour venir. Bon, ben, tu sais à quel point on peut se placer comme une entreprise comme ça, enfin, comme un événement comme ça. Une Mm. fois que ça s'était fait, on avait notre pitch book, là, comme on appelle ça, Ouais. très clair. Voici nos événements, voici vos avantages, voici combien ça vous coûte. Ben là, on fait beaucoup de. On regarde sur LinkedIn, tu sais, les anciens étudiants d'HEC Montréal, dans quelles entreprises d'immobilier ils sont allés. Là, on les contacte. On va dans des événements. Là, on commence à se faire connaître. Voici, nous, on veut mettre en avant l'industrie de l'immobilier commercial chez les étudiants. On a besoin de soutien pour créer des gros événements. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on vous fasse une présentation? Après, une fois qu'on commence à avoir des bonnes relations avec certaines entreprises, on va leur demander à eux, est-ce que vous connaissez par hasard une firme de droit immobilier? Est-ce que vous auriez un contact directement chez eux? Et petit à petit, l'objectif, c'est globalement d'aller atteindre les entreprises les plus connues, mais aussi les personnes les plus haut placées dans ces entreprises-là. Ça ira beaucoup plus rapidement si tu peux directement toucher un partenaire d'une firme, Mm. lui expliquer et que lui, s'il est emballé, tout de suite, ça va être débloqué. Tu vois, un 5 000 $, c'est très facile pour eux de le débloquer. Par contre, si tu arrives tout en bas, tu es passé de LinkedIn, tu as contacté quelqu'un de junior dans l'entreprise, lui, il doit le faire monter 5 fois, puis après, ça redescend et il perd de l'information. Là, c'est super long, c'est très compliqué. Ouais. Et donc, c'est ça maintenant vraiment qu'on fait, hein, c'est jouer sur notre réseau actuel pour que eux nous recommandent à d'autres personnes et ça va plus rapidement. Mais à la base, on a vraiment fait, on connaissait personne, hein, donc on est passé par LinkedIn, on a contacté les sites internet, tu vois, genre les trucs genre info@brocolini.com. Ouais. On a contacté ça, on a envoyé notre plan de partenariat, mais avant tout, on s'est concentré sur l'avantage que l'entreprise pouvait avoir. Tu as parlé aussi de j'avais envie de rebondir sur. Tu as utilisé le mot membre. Ouais. C'est très intéressant parce que j'imagine que la majorité des gens, ils veulent savoir comment ils peuvent devenir membres. C'est quoi, qu'est-ce que tu proposes pour devenir membre? Est-ce que c'est vraiment seulement pour des étudiants? Est-ce que c'est des personnes aussi qui sont au-delà des universités? Ouais. Alors déjà, pour, pour être membre d'IMO HEC, il faut être étudiant. Déjà, ça c'est sûr. Voilà. Mais tu peux être étudiant soit au certificat, soit à la maîtrise, soit au baccalauréat. Mm. Et dans les faits, tu n'es même pas obligé d'être étudiant à HEC Montréal. Euh, Quand même, il faut que ce soit. Ça peut être l'Université de Montréal, par exemple, ça peut être Polytechnique, ça pourrait être Concordia, mais il faut que ce soit quand même une université. Ça peut pas être du cégep. Euh, et si tu veux être membre, il faut vraiment. En fait, avant tout, il faut que tu sois prêt à mettre beaucoup de temps. Sincèrement, je pense qu'on est une des associations, si ce n'est l'association qui demande le plus de temps. Euh, donc, sois prêt à mettre un 5, 10, 15 heures par semaine. Plus tu vas donner, de toute façon, plus Mm. tu vas recevoir. Plus tu vas monter. C'est un investissement en fait. Exactement, c'est vraiment ça. Il faut que ce soit ta deuxième priorité. On va pas te dire, mets ça avant tes cours, mais il faut que ça soit ta deuxième priorité après tes cours. Mais c'est un investissement. Je veux dire, si en première année, tu rentres et que tu t'es vraiment donné, tu vas avoir un stage de fou en fin de première année dans une des plus grandes entreprises que tu voudras. Et là, c'est bon, c'est réglé, c'est gagné, hein. Je veux dire, si tu as déjà un stage, je sais pas, à Ivano et Cambridge en investissement, à PSP investissement, à Blackstone, c'est bon, là, ta carrière en immobilier, elle est faite. Mais par contre, il faut que tu donnes du temps, il faut que tu sois rigoureux. Donc, il faut que tu sois prêt à mettre du temps. Ça, c'est la première chose, et que tu sois étudiant. Par contre, si toi, tu n'es pas étudiant et que tu es intéressé par l'immobilier commercial, le conseil en investissement en général, bah, tu peux venir à nos événements, ils sont ouverts à tous. Mm. Moi, celui que je vais recommander le plus, sincèrement, c'est un petit peu une exclusivité d'ailleurs, c'est le 27 janvier 2024. Là, Ok. on organise le plus gros événement immobilier étudiant du Canada. Ouais. On fait venir 32 entreprises sur toute une journée, c'est un samedi. C'est vraiment pas cher pour venir, c'est 10 $. C'est vraiment symbolique. Et dans cette journée-là, va y avoir des panels qui sont organisés. On s'est associé avec les associations d'urbanisme, d'architecture, de génie de la construction, de droit immobilier et même de design pour faire venir des entreprises. Il y a 32 entreprises qui sont toutes des leaders de l'industrie qui viennent toute cette journée-là pour faire des panels, pour venir vous expliquer un petit peu
Qu'est-ce que le design immobilier? Qu'est-ce que l'architecture? Quels sont les ponts entre l'architecture et la construction? Quel est le futur de l'investissement immobilier dans la prochaine année? Donc ça, c'est toute une journée. Il va y avoir plein de kiosques pour que vous alliez parler en tant que participant aux entreprises, aux représentants. Et aussi, l'objectif, c'est de créer du lien avec les participants, pas que les entreprises. Moi, ce qui m'intéresse personnellement dans cet événement-là, c'est de trouver mon futur associé. Moi, au long terme, j'aimerais beaucoup développer une entreprise de développement immobilier. Mais Ok. je veux trouver mon futur associé qui va être très bon en construction. C'est dans ce genre d'événement-là que tu vas trouver les étudiants qui sont déjà passionnés, qui ont beaucoup d'ambition et avec qui tu vas pouvoir t'associer dans 10, 15, 20 ans. Pareil pour l'urbanisme, pareil pour l'architecture. Donc moi, je recommande à n'importe qui est intéressé par l'immobilier en résidentiel ou en commercial de venir à un événement comme ça. C'est vraiment la clé pour développer son réseau. Parce que c'est maintenant en tant qu'étudiant qu'il faut se créer son réseau. Parce qu'après, quand tu travailles pour une entreprise, là, ça devient plus compliqué parce que tu représentes les intérêts de ton entreprise. Donc moi, je travaille dans une entreprise d'investissement. Tu sais, c'est plus compliqué pour moi d'aller développer une relation sincère avec quelqu'un en urbanisme qui travaille à la ville de Montréal, parce que lui, il représente Montréal, moi, je représente mon entreprise, alors que maintenant, on représente rien du tout, on représente nous, en tant qu'étudiants, notre curiosité, notre ambition. C'est maintenant qu'il faut le faire, donc en tant qu'étudiant ou en tant que professionnel ou curieux, je recommande très, très, très chaleureusement de venir à ce genre d'événement-là. Alors, c'est dommage, je suis pas là. Ah J'aurais là bien là. aimé, j'aurais bien aimé venir le 27 janvier, Ouais. tu as dit. Ce genre d'événement-là, c'est super intéressant, comme tu as dit, pour plein de choses. Voilà, battre une relation, chercher des partenariats, chercher un stage. N'importe quel étudiant, j'imagine que voilà, il serait vraiment intéressé à faire ce processus-là. Être, comme tu as dit, vraiment pour 10 dollars, franchement, Ouais. c'est vraiment une belle opportunité. T'as le repas du midi, t'as le cocktail, la boisson, tout est inclus dans 10 dollars en plus, hein. Ça sera où? Ça sera à HEC? HEC, à HEC, le nouveau bâtiment, Hélène Desmarais. Il vient juste d'ouvrir en plus, il est vraiment magnifique. C'est à la station de métro Square Victoria. Ah, donc au Vieux-Montréal. Exactement. Ah, très intéressant. Ok. Disons, sur cet événement-là, tu vas recevoir un tas d'étudiants de différents backgrounds. On n'en a pas parlé, mais je voulais savoir aussi à peu près c'était quoi le background des Ouais. personnes qui sont dans l'organigramme d'IMO HEC. Est-ce qu'ils viennent pour majorité, j'imagine, ça peut être financement, ça peut être marketing, donc ça va toucher un peu à n'importe quel programme d'HEC. Ouais, alors déjà d'un point de vue intérêt, d'un point de vue personnalité, comme j'ai dit, l'objectif, vu que je veux rendre l'immobilier sexy, Mm. je veux attirer les meilleurs talents tu sais, qui ont n'importe quel intérêt, sincèrement. Je veux qu'ils puissent voir l'opportunité de s'épanouir dans cette industrie-là. Donc, tu peux venir de n'importe quel cégep, de n'importe quelle formation à la base. Déjà, tu peux rejoindre IMO HEC. Tu as besoin d'avoir zéro connaissance en immobilier. Tu peux sciences nat, infirmerie, enfin, soins Mm. infirmiers, n'importe quoi. Tu peux déjà venir. Sinon, après, à HEC, nos membres, ils sont majoritairement en finance, peut-être à 60%, 65%. Mais on a par exemple 5 en marketing, on en a 4 en comptabilité. Moi, je suis en intelligence d'affaires. Tu vois, ça touche ni à l'un ni à l'autre. Intelligence d'affaires, c'est plus les sciences de données. Il y a beaucoup d'analytique d'affaires aussi. Donc, encore une fois, c'est pas la spécialisation, c'est pas du tout un prérequis pour nous non plus. On veut juste quelqu'un qui est curieux Ouais. et qui va, même si toi tu es en marketing, tu vas écouter les formations de financement, d'investissement et tu vas poser des questions et tu vas apprendre rapidement. C'est ça qu'on recherche avant tout, quoi. Sur le point marketing, comme tu l'as dit, voilà, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est quoi l'utilisation que vous faites des réseaux sociaux pour avoir le plus de visibilité? Tu dirais, ben, par exemple, sur un exemple concret, on va dire, vous avez eu un événement en début d'année, Ouais, c'était en septembre. exactement. Il y a introduction à l'immobilier, ça s'appelait. On a fait venir trois références de l'immobilier québécois. Luc Poirier. Très impressionnant. Luc Poirier, vraiment Ouais. très impressionnant de d'avoir réussi à l'amener sur le panel. Ah bah, il nous impressionne tous. Il est extrêmement accessible, extrêmement ouvert. C'est très généreux dans son temps, donc on le remercie. Il y avait
il y avait Nicolas Rey, le président du collège MREX. Il y avait Patrice Ménard, le PDG de PMML, qui est un de nos partenaires aussi. Donc sur ce genre d'événement-là, et ça, c'est par exemple une chose que j'ai envie d'énormément améliorer, sincèrement, et c'est un bon point, cette question-là. Parce que c'est vrai que le marketing, la communication, actuellement, on en parle beaucoup, mais c'est la clé, c'est fondamental. Parce qu'on peut faire autant de choses qu'on veut, on peut faire les meilleurs événements, faire venir les plus grands panélistes, envoyer nos membres dans les meilleurs stages. Mais si on ne le partage pas sur nos réseaux sociaux, c'est comme si on était fantôme. C'est comme si on n'existait pas en fait. Et en fait, c'est un gros enjeu qu'on a en général à HEC Montréal. C'est qu'à HEC Montréal, tiens, on a de la formation en marketing, mais c'est plus de la stratégie marketing, la communication, l'aspect, disons, design graphique, la communication, faire du montage vidéo, montage photo. Ça, on n'est pas bon à HEC, sincèrement. C'est rare les gens très talentueux là-dedans. Et donc, on a eu beaucoup de problèmes. Et en fait, tu le vois dans toutes les associations, c'est un problème que tu vois de partout. C'est pour ça que là, je viens juste de recruter, je viens de restructurer tout le département marketing. Ils sont 6 maintenant. Ils étaient 3 juste avant. Donc, en un mois, on est allé recruter de nouvelles personnes avec des spécialités en montage vidéo, montage photo, stratégie marketing, aller se faire connaître dans les médias. Avoir des articles à la presse, dans Le Devoir, sur nos événements, sur la vocation d'IMO HEC, de former les futurs leaders de l'immobilier. Comment on le fait, quelle est notre stratégie. Tout ça, on est en train de le restructurer. Mais sinon, globalement, on essaie de tout faire. Que ce soit des montages photos, des montages vidéo, des concours. Je sais pas, on a fait gagner par exemple un iPad pour faire venir les gens à nos événements. On essaie vraiment de tout faire. Une newsletter, être affiché sur les écrans de toute l'université de Montréal, faire une campagne d'affichage physique. Par exemple, sinon on va avoir des pubs dans le métro en janvier pour notre événement. On veut tout faire sincèrement. Et c'est pour ça qu'on a on a besoin de beaucoup de gens, comme je te l'avais dit tout à l'heure. De passer de 3 à 6, déjà c'est doublé. Bravo. Et ensuite, comme tu l'as expliqué, voilà, ça reste un aspect primordial, essentiel Ouais. du monde actuel, mais bien sûr de l'immobilier. Tu peux faire autant d'événements que tu veux, tu peux inviter le nombre le plus impressionnant de personnes. Si la personne, tu sais, est pas sur son téléphone à midi et elle regarde ses stories, elle voit pas passer l'événement d'IMO HEC, elle va pas savoir ce qui s'est passé. Ouais. Donc ça va rester vraiment, comme tu as dit, un aspect primordial. Euh, donc vous utilisez, j'imagine, toutes les plateformes, que ce soit les médias sociaux, LinkedIn Ouais. aussi. LinkedIn, super important. On essaie de mettre l'emphase sur LinkedIn de plus en plus. LinkedIn, ça sera surtout la clé pour les partenaires. Sur LinkedIn, on partage surtout tout ce qui touche vraiment à l'aspect professionnel. Je sais pas, par exemple, on avait 2 de nos membres qui ont été les étudiants avec la meilleure moyenne de toutes leurs spécialités. Donc ça, tu vois, on l'a mis en avant sur LinkedIn. Dire que nos étudiants, ils sont curieux, mais en plus, ils sont brillants à l'école. Si on veut faire des vidéos pour mettre en avant un événement, ça va être beaucoup sur LinkedIn si on cherche des partenaires. LinkedIn, ça va être vraiment la clé. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui est curieux de savoir ce qu'est IMO HEC en tant que futur partenaire qui me contacte sur LinkedIn. Parce qu'on partage beaucoup sur LinkedIn et on l'a créé il y a un an. On est peut-être à 1400 followers. Et l'objectif, ça va vraiment être de créer plus de contenu intéressant petit à petit pour arriver à 5000 d'ici 2 ans. Tu as parlé un des challenges d'être président d'IMO HEC. Ouais. Tu m'avais demandé aussi qu'on en parle, mais c'est vraiment une super question. Tu viens de rebondir aussi sur les étudiants qui sont dans IMO HEC, les personnes que vous engagez. Ça reste des gens très brillants, ça reste des gens difficiles à convaincre. C'est quoi la clé essentielle pour toi pour retenir ces personnes-là, ces étudiants-là au sein d'IMO HEC quand on sait toute la belle concurrence qu'il y a autour
Ça peut être dans d'autres domaines, ça peut être, comme tu as dit, voilà, des associations, ça peut être aussi un travail où peut-être potentiellement où la personne peut gagner plus d'argent. Comment toi, tu essayes voilà, de retenir ces personnes-là? Ouais, c'est vraiment une très bonne question. Et déjà, je vais commencer par dire que je suis pas, tu sais, j'ai pas fini. Je suis toujours en train d'apprendre. J'essaie de trouver la meilleure réponse à cette question-là, finalement, petit à petit, au travers de mon implication à IMO HEC. C'est en parlant que tu vas la trouver, je crois, Ouais, la réponse. ouais, mais ce que, ce que j'ai envie de dire, et c'est presque un message finalement aux leaders actuels et aux gens qui ont 30, 40 ans, 50 ans actuellement. La génération Z, dont je fais partie, elle va vous réserver beaucoup de défis. Beaucoup de défis parce qu'on n'est pas du tout motivé par les mêmes choses que vous. Euh, c'est comme un énorme fossé par rapport aux baby boomers qui nous séparent Mhm. entre qu'est-ce qui nous motive dans notre emploi, dans nos implications, parce que nous, on ne les paye pas, les membres. Hein. Qu'est-ce qui les motive? Pourquoi est-ce qu'ils veulent rester dans une organisation? Et ça va être la même chose. Dans les entreprises, ça va être exactement la même chose. Moi, la réponse que j'ai trouvée pour l'instant à cette question-là, c'est ils doivent ressentir que leur gestionnaire, j'appelle ça des gestionnaires ou le leader ou les personnes qui les supervisent, ils se concentrent vraiment sur leur développement personnel. Oui, hein, oui, le salaire c'est très important, hein, la réussite professionnelle c'est très important, mais ce qui caractérise notre génération, c'est la quête de sens. Je pense qu'on est une génération qui est très éloignée de la religion, par exemple. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout dans la religion, mais ça fait en sorte, c'est pas pour rentrer dans un débat là-dedans, mais ça fait en sorte qu'on n'a pas de cadre vraiment sur notre vie. C'est compliqué vraiment de trouver un but à notre vie quand on n'a pas de religion. Et c'est pour ça que on recherche du sens, en fait. On recherche du sens dans les emplois qu'on va occuper. Et c'est pour ça que le rôle du gestionnaire, c'est de s'assurer qu'il va apporter ce sens-là dans le développement personnel de la personne. Ça va être ça, moi, je pense, la religion du 21e siècle. C'est le développement personnel. On le voit vraiment depuis 20, 30 ans. Le développement personnel explose. Mais c'est en fait c'est une sorte de religion par procuration, le développement personnel. C'est d'investir en soi-même, c'est de devenir son propre Dieu. Et ça paraît très présomptueux de dire ça, mais Mhm. si tu réfléchis à ça, c'est vraiment ça le développement personnel. Et donc, c'est de permettre à ses membres de débloquer son potentiel intellectuel, son potentiel personnel. C'est de lui permettre par les différentes opportunités qu'on offre, que ce soit à IMO HEC, mais que ce soit dans ton organisation, de te sentir vivre, de te sentir utiliser ce potentiel-là. Tu sais, quelles sont tes capacités, quelles sont tes forces, et est-ce que tu les utilises dans ton emploi au quotidien? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en réfléchissant bien, ils se disent ben non, c'est pas le cas. Et c'est vraiment ce que je pense que moi, en tout cas, je fais tout pour le faire. Je mange beaucoup avec avec mes membres, en fait. 2, 3 fois par semaine, le midi, je mange avec un membre en particulier pour lui parler, savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu, tu sais, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qu'il aimerait améliorer. Ou alors, s'il ne sait pas vraiment quoi améliorer, je vais directement un petit peu essayer de lui dire, tu vois, la dernière fois, lors de ta présentation, ou quand tu me parles, et je vois que tu bouges beaucoup tes mains, que tu regardes beaucoup ailleurs, que tu as l'air stressé. Comment je pourrais t'aider à améliorer ça? Et je pense que c'est des choses qui permettent aux gens de s'identifier plus à une organisation, de se projeter au long terme. Et c'est vraiment ce sur quoi je me concentre. C'est vraiment d'être proche de ses membres, de vraiment de tâter le terrain, tu sais, Oui, de voir un peu comment elle évolue, de pas la laisser seule dans son coin, vraiment l'incorporer au maximum dans cette idéologie, comme tu as dit, dans cette religion de d'IMO HEC. On arrive bientôt à la fin du podcast. Merci beaucoup d'être avec nous, Jules. Je voulais juste finir avec une question simple que j'imagine plusieurs personnes ont dû te poser. Comment tu vois, toi, IMO HEC, dans les années à venir? Et est-ce que, toi, personnellement, tu te verrais rester, même si ce n'est pas dans un poste de président, mais voilà, rester comme une forme de conseiller, par exemple? ouais, c'est une très bonne question. Il n'y a pas une journée qui passe dans laquelle je pense pas à ça.
Parce que moi, je suis plus président à la fin de cette année, bien sûr. Donc, comment C'est un mandat d'un an? s'assurer. Normalement, c'est des mandats d'un an. Moi, ça va faire 2 ans du coup que j'y suis. Et vu que je finis mon baccalauréat, quand je suis plus à HEC Montréal, je peux plus rester dans IMO HEC, c'est clair. Moi, mon objectif, ça va être de rendre IMO HEC indépendant. Pour faire court, pour l'instant, on est sous une autre association. On est comme un comité d'une association qui elle-même est incorporée là. Donc elle a son conseil d'administration. Nous, on n'a pas de conseil d'administration, on n'a pas de compte en banque. Donc moi, mon objectif, c'est de devenir indépendant, d'avoir notre conseil d'administration d'ici la fin de l'année, que je sois dans le conseil d'administration. Et en fait, notre gros objectif, et je vais finir là-dessus, notre gros objectif d'ici 3 ans, c'est de créer le premier fonds d'investissement immobilier géré par des étudiants et à impact social au monde. Il y a déjà des fonds d'investissement gérés par des étudiants, fonds d'investissement immobilier gérés par des étudiants qui existent aux États-Unis par exemple, il y en a 3. Mais nous, on veut se concentrer sur l'impact social, notamment l'impact environnemental, pouvoir incorporer la quantification financière des risques environnementaux dans les pro-formats financiers. Ça va être ça un petit peu la vocation. Je ne vais pas rentrer plus en détail. On pourrait refaire un podcast là-dessus, sincèrement. Mais d'ici 3 ans, c'est l'objectif de monter ça. Commencer avec 1 million qui viendrait de différentes entreprises et grossir après jusqu'à peut-être 3 à 4 millions. On ne va pas faire 100 millions, ce n'est pas du tout ça l'objectif. Mais d'ici 3 ans, c'est de créer ce fonds d'investissement. Pourquoi ? Parce que premièrement, il n'y aura rien de mieux qu'un fonds d'investissement géré par des étudiants pour créer une approche extrêmement pratique à nos membres. Là, moi, je peux t'assurer que si toi, tu es en première année et que tu hésites à rentrer à IMO HEC, tu te dis « Ah, j'aurai l'occasion de faire 3 à 4 recommandations d'investissement de 250 000 $ par an en tant qu'étudiant de première année. » Ça, c'est de l'or, quoi. Je veux dire, c'est ce que tu pourrais faire 10 ans plus tard normalement. Donc là, si tu peux déjà passer par toutes les étapes, trouver ton terrain, évaluer tout l'aspect financier, faire tout l'aspect juridique de l'investissement au bout du compte, là, en tant qu'étudiant, il n'y a rien de mieux. En plus, pour les entreprises, les étudiants, ils sont déjà formés exactement à ce qu'ils vont devoir faire très rapidement. Et dernièrement, mettre en avant cet aspect impact social, montrer que notre génération cherche à trouver des solutions à ces gros enjeux de notre société, que ce soit les risques environnementaux, mais aussi les risques au niveau de l'abordabilité, du prix du logement, les risques de la crise du logement en général. Tout ça, c'est des enjeux sur lesquels je veux montrer que notre génération travaille, veut trouver des solutions. Et donc petit à petit, d'année en année, on va restructurer chaque restructuration, si je puis dire, pour arriver à un organigramme. Et tu pourras le voir d'ici 3 ans, ça va être totalement différent de ce que tu as vu en ce moment, pour arriver à une structure qui est solide, des étudiants qui ont une très très bonne connaissance de ce que c'est l'investissement immobilier, pour arriver finalement à pouvoir gérer 1 ou plusieurs millions de dollars. Merci beaucoup Jules, on va finir sur cette note. C'est un super beau projet franchement. Je suis vraiment admiratif de ce que tu as pu faire sur ces 2 ans. C'est à la fin de ce podcast. Je voulais encore une fois remercier Jules et IMO HEC. Je vais mettre bien sûr leurs contacts en dessous de la vidéo. Je remercie tous les abonnés, tous ceux qui nous suivent. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez nous laisser un commentaire. Si vous avez aussi une personne susceptible ou que vous aimeriez voir aussi pendant le podcast, ça me ferait un plaisir de rentrer en contact avec elle et de l'inviter pour faire un épisode. On se retrouve dès la semaine prochaine et à bientôt. Au revoir.